Marie-Françoise Babel de Valériola. Je suis née en France, dans un petit village, Longeau, qui se situe en Haute-Marne, entre Dijon et Chaumont, au pied du plateau de Langres, Langres étant la patrie de Diderot. Je suis née en 1934 et la guerre a démarré en 1939 pour moi, à la mobilisation de mon père. Bien, moi je m'appelle Guy de Valériola. La personne qui vient de parler là est mon épouse depuis 60 ans pratiquement. Moi je suis né en 1937. J'avais donc pendant la période de la guerre de 4 à 7 ans. Et j'habitais la région parisienne, une petite commune à Montrouge, juste à 2-3 km de Paris. Ok. Pour ceux qui se souviennent entre vous deux, est-ce que vous vous rappelez de la vie avant la guerre, juste avant qu'elle commence? Juste avant qu'elle commence, je me souviens simplement de la mobilisation générale. Mon père est parti et un jour, il a eu l'occasion de revenir pendant que nous jouions dans la cour de la maison. Il nous a embrassés très fort et il est reparti avec la voiture militaire qui l'accompagnait. C'est tout ce dont je me souviens. Bon, moi, sur la région parisienne, en fait, je n'ai pas de souvenirs vraiment précis parce que à la déclaration de guerre, j'avais 3 ans. Il n'y a pas eu de changement véritablement important. Nous avions l'habitude d'aller passer nos vacances chez nos grands-parents qui étaient dans le nord de la France et bon, on y allait, il n'y avait pas de choses tout à fait spécifiques. On prenait le train, mes parents n'avaient pas de voiture, et donc il n'y avait rien de particulier à signaler. Quel âge avez-vous pendant la guerre? Moi, à la déclaration de guerre, j'avais 3 ans, et à la fin de la guerre, tout du moins, non pas à la fin de la guerre, mais à la fin de l'occupation de Paris, donc en 1944, j'avais 4 ans de plus, donc j'avais 7 ans. Avez-vous bougé ou déménagé durant la guerre? Oui, nous sommes partis en exode, ce que l'on appelait l'exode sur les routes, etc. Maman avait une voiture et nous sommes partis dans un village qui s'appelle Loulay, en Charente-Maritime. Le voyage a été très long, nous avons été très bien accueillis par toutes sortes de gens. On dormait dans le foin, etc., etc. On essayait d'éviter les bombardements. Et nous sommes arrivés à bon port. Et le lendemain matin, quand nous nous sommes réveillés, les Allemands étaient déjà sur notre lieu à Cholet. Mauvaise surprise. Moi, c'est mon premier souvenir de déplacement. C'est que mes grands-parents, comme je l'ai dit, habitaient le nord et ma grand-mère est arrivée. Ils ont été obligés les premiers de partir de chez eux et ils sont arrivés sur Paris. Là, ma grand-mère a acheté une voiture et nous sommes tous partis. Ce que l'on appelait l'exode, il fallait quitter absolument la région parisienne et on est parti aussi. Donc à nous c'était une petite ville, Saint-Jouin, qui se trouve presque au bord de l'océan Atlantique dans les Deux-Sèvres. Là je dois dire que nous sommes partis parce que l'usine d'électronique de mon père était employé, a été obligé de se rapatrier dans les Deux-Sèvres. Ils ont chargé les voitures, ils ont chargé toutes les machines et tout, et on est tous partis
en Exode. Et le souvenir que j'ai le plus important, c'est mon premier vraiment souvenir de 3 ans, 3 ans et demi, c'est le passage du fleuve Loire, qui est très large et sur lequel les autorités avaient construit un pont provisoire avec des barques et puis des plaques de tôle, et tout ça bougeait terriblement et on passait voiture par voiture pour pouvoir passer la Loire et aller dans des zones qui n'étaient pas encore occupées. Ok, super. Maintenant, comment est-ce que vous avez vécu l'occupation des Allemands? Donc, comment étaient en fait les Allemands par rapport à vous durant la Alors guerre? moi je l'ai vécu comme une contrainte parce que quand nous sommes rentrés de l'Exode, notre maison avait été prise pour la commandanture allemande. Réquisitionné. Donc ils nous ont réquisitionné une grande partie de la maison. Ils nous ont laissé 2-3 pièces et ben, on était vraiment au milieu d'eux et c'était pénible. Moi je l'ai vécu vraiment avec la peur. Voilà. Même s'ils étaient très gentils. Oui, il n'y a rien à dire, ils étaient très corrects, avec une femme et 3 enfants, puisque nous étions ma sœur et mon frère et ma mère. Et ton père était, bien entendu, il avait été prisonnier, donc lui, il était en Allemagne en tant que prisonnier. Donc, En 1939, il a été réquisitionné et il a été blessé dans le nord de la France, dans le nord-est de la France, et ensuite il a été prisonnier. Et il est resté en Allemagne jusqu'en 1945, c'est-à-dire il a été prisonnier pratiquement 5 ans. Donc la maman est restée avec ses 3 enfants dans ce petit village et avec les Allemands qui étaient dans la maison, puisque c'était la commandanture du régional. Au niveau de ce qui m'a frappé le plus et qui est rentré dans ma tête pour toute la vie, c'est le bruit des bottes, puisqu'à la commandanture, ils tapaient les bottes l'une sur l'autre, et ça résonnait dans toute la maison. Et ensuite, la langue gutturale allemande qui résonnait dans la maison. Moi, sur la région parisienne, en fait, je n'ai pas eu beaucoup de contacts. On voyait en fait très peu les Allemands. Ils utilisaient la ville comme une ville de commandement et on ne voyait pas de manœuvres d'Allemands, on ne voyait pas de chars, d'automitrailleuses et de choses comme ça. On n'avait que des gens qui étaient en fait des administratifs qui géraient et qui représentaient l'Allemagne nazie à Paris. La seule chose que je me souviens, c'est que nos gendarmes avaient été remplacés par des gendarmes allemands qui marchaient par 2 et qui faisaient régulièrement le tour du pâté de maison avec leurs fusils et leurs grandes plaques de feldgendarmes, mais qui étaient ils agissaient plus comme des protecteurs que contre de véritables ennemis. Alors que nous avions une route stratégique qui passait devant la maison et que nous avons vu défiler tous les chars, tout ce qu'il est possible de voir défiler d'une armée et de soldats, perpétuellement. Okay. Est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier pour montrer votre résistance face aux Allemands? Oui, on ne les regardait pas. Ils essayaient de nous adresser la parole, ils essayaient de nous donner à manger. On avait interdiction de prendre quoi que ce soit venant d'eux, pas de bonbons, alors que pendant la guerre, pour Noël par exemple, on n'avait qu'une orange dans notre soulier. Et on avait interdiction, alors qu'ils étaient... Souvent, ils disaient à ma mère, mais nous aussi, on a des enfants petits chez nous, etc., etc. Mais alors là, il n'y avait pas de connivence avec l'ennemi. Rien à faire. Non, nous, on n'a pas fait d'acte de résistance particulier.
la ville était trop importante et tout. Et, Non, puis tu n'avais pas les Allemands tout proches de toi. oui, non, mais il y a certaines personnes qui ont fait de la résistance, qui ont fait des choses comme ça. Nous, dans la famille, nous n'avons pas fait de résistance ou d'actes particuliers à signaler. Alors la résistance que nous avons fait, que pas moi, mais ma mère, c'est que tous les soirs, malgré la commandanture, elle avait l'oreille collée à la radio pour écouter la BBC. Et tous les messages venant d'Angleterre, etc., etc. Oui, alors si on doit parler de résistance, nous aussi, nous écoutions la radio en sourdine le soir quand mon père rentrait du travail. Et là, on l'écoutait, mais c'était plus pour se tenir informé que d'être vraiment un acte de résistance. Est-ce que vous avez, à un moment donné, pensé comment est-ce que c'est possible que des Allemands aient l'intention de venir et habiter avec d'autres familles alors qu'ils ne se connaissent pas? Non, non, on avait parfaitement compris que c'était la guerre et qu'ils nous avaient envahis. Même à 6-7 ans, après, en 42-43, on avait parfaitement compris que c'était les envahisseurs et que malheureusement, on avait perdu la guerre pour l'instant. Oui, alors nous, ici aussi sur la région parisienne, on avait très bien compris, même en étant petits, parce qu'il y avait des tas de choses que nous ne pouvions pas faire. En particulier, il y avait un couvre-feu, où là, il fallait absolument être rentré chez soi le soir à partir de 21h. Et donc, si on devait se déplacer ou aller voir des amis, il y avait des contingences à respecter qui étaient draconiennes et que les parents connaissaient. Et là, il n'était pas question de traîner dans les rues la nuit. Le métro était arrêté, les bus étaient arrêtés également. Donc, on voyait bien qu'on ne vivait pas libre et qu'on vivait et on bougeait en fonction des ordres qui nous avaient été donnés. Ça, on le comprenait même en étant très jeune. Maintenant, il y a une question qui n'atteint pas beaucoup de personnes, mais est-ce que vous avez entendu le message de Gaulle? Moi, j'étais persuadée que je l'avais entendu, mais après discussion avec Guy, j'ai bien entendu, mais je ne peux plus savoir si c'était au moment où ça a été, prononcé ou si c'est plus tard. Non, moi, je ne l'ai pas entendu, là, c'est tout à fait clair, et mes parents non plus. Ok. Est-ce que, c'est un peu une question logique, mais ça vous gênait que Vichy était en collaboration avec les Allemands? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'au début, les Français qui restaient, puisque les hommes étaient partis, avaient mis beaucoup d'espoir dans Pétain. Franchement, parce qu'il parlait de la famille, il parlait de tout ça. Je me souviens de ma mère qui parlait de tout ça. Et très peu de temps après, on a vu qu'il avait trahi la France et bon, ça a été terminé pour la collaboration avec Pétain. Alors nous, on a été bien informés. Comme on habitait en fait Paris et la région parisienne, c'était un lieu où la diffusion des informations gouvernementales françaises, puisque c'était le maréchal Pétain qui était maintenant président de l'État français, c'est sûr que nous avons eu, même dans les usines, il y avait la famille avait été remise en état, il y avait remise au premier plan. Et donc on a beaucoup parlé, j'entendais mes parents qui parlaient de la famille, ils ont redistribué, même dans la région parisienne, des terres pour faire des jardins ouvriers, tout ça. Donc ça, ça a été une activité qu'on a liée au maréchal Pétain, mais comme ma femme, au bout d'un an, on s'est bien rendu compte que, en fait, on avait, par le biais du maréchal, on avait concrétisé la perte
de la guerre et qu'on était occupé par des Allemands. Et puis on était informé aussi, on avait bien compris, j'avais compris par mes parents que en fait le Führer, Hitler, voulait dominer l'ensemble de l'Europe et dont la France était annexée. Et ça, on avait bien compris que on n'était plus tout à fait français. Qu'est-ce qui vous avait fait le plus peur durant la guerre? Nous, dans la région parisienne, c'était les transports, c'est-à-dire traverser Paris, aller dans une gare, quand on voulait aller dans la famille ou des choses comme ça, il fallait respecter impérativement les ordres qu'on avait reçus par le biais de la mairie et tout, et on sentait que c'est la préoccupation des parents et de nous en même temps, c'était de ne faire rien qui pouvait attirer l'attention de l'organisation allemande qui voulait maîtriser absolument tous les Français. Moi, j'ai eu deux grandes peurs. Une fois, nous partions chez des amis bouchers avec ma mère. Il y a eu des effets-filles, je ne peux plus situer à quel moment c'était, qui ont voulu traverser le village. Et là, ça a mitraillé. On est arrivé pile chez le boucher, on s'est couché par terre et tout. Mais bon, les balles passaient au-dessus. Ça a été une grande peur. Et la deuxième grande peur que j'ai eue, c'est quand ma mère, alors que nous étions, je l'ai déjà dit, sur un passage très important de troupes, nous a confié à une de ses sœurs au milieu de la campagne et que malheureusement les Allemands ont entouré ce village et ont bombardé. On est resté 3 jours à la cave sous les bombardements et je ne sais plus si c'est avant ou après, mais l'image que j'ai, c'est mon oncle emmené par des Allemands pour être pendu. Il a dû prendre une brouette, une corde, et il est parti avec les Allemands pour être pendu. Le maire du village est intervenu, mais ça on l'a su que le soir, et il n'a pas été pendu. Du coup, le fameux jour de la libération, quel était votre ressenti? Ah, une joie profonde. Mais alors une joie profonde. Dans le village, tout le monde s'embrassait, ils ont dansé pendant 3 jours, jour et nuit, constamment. C'était la liesse, c'était tout ça. Mais c'est vite retombé pour nous, puisque mon père n'est arrivé qu'1 an après. Et on se demandait s'il allait rentrer. Alors moi, la libération, nous, à Paris, a été vécue immédiatement parce que, comme nous habitions la ville de Montrouge, qui était donc à la limite de Paris, c'était l'avenue principale était l'arrivée du général Leclerc avec la 2e division. Et donc les premières troupes de libération de Paris sont passées à 500 mètres de chez nous. Et donc on a tout de suite su que, bien entendu, la bataille de Normandie et tout, ils étaient en France depuis le 6 juin, et Paris a été libéré le 25 août. Et nous, le 25 août, là, on a vu et on s'est déplacé, et ça, je me souviens qu'avec les parents, mon père, on a été sur l'avenue principale, qui s'appelle d'ailleurs maintenant l'avenue du Général Leclerc. Et le général de Gaulle avait absolument voulu, contre l'avis des Américains, que ce soit des Français qui rentrent les premiers dans Paris. Donc il y a eu une course folle des troupes françaises pour rentrer dans Paris avant les Américains. Et ça, nous l'avons vécu le 25 août 1944 à la porte d'Orléans pour l'entrée dans Paris. Moi, j'ai une autre petite anecdote, c'est que on arrivait à communiquer avec mon père, et pour communiquer avec mon père, on lui envoyait des colis, et lui, il renvoyait, soi-disant, des colis, mais en fait, à l'époque, les cartons, dans les cartons, peut-être tu peux m'aider à dire,
il y avait des espaces libres. Non, le carton dans les colis était en fait ce qu'on appelle Gaufré. fait avec un carton ondulé. Et ils dans- mettaient des petites missives à l'intérieur à des trous. l'intérieur du carton, dans les cannelles du carton, dans le cannelé Pour des nous cartons. dire quelle était vraiment sa vie là-bas. Parce que tous les courriers venant Ils des étaient- Soviets et tout ça étaient soumis au contrôle, et donc ils essayaient de faire dire par petits mots ce qui se passait quand même, en cachant des petits mots dans le cannelage des cartons. Voilà. Sinon, on recevait des missives qui n'étaient pas fermées et qui, la majorité du temps, il y avait plein de phrases effacées. Oui, et parce que le courrier qu'on recevait des prisonniers, parce que nous on l'a su après, bien sûr, était tamponné et il montrait que la lettre avait été ouverte et lue. Du coup, quand vous parlez que votre père n'était pas revenu, est-ce que vous pouvez préciser comment il a été pris par les Allemands? Oui, c'est parce qu'il a été blessé. Je l'ai dit au départ. Il a été blessé, il était officier, il a été dans un camp d'officiers, relativement mieux traité que les soldats eux-mêmes, mais la vie était quand même très dure. Très très dure au point de vue nourriture et tout, c'était très dur, hein. C'est sûr. Et on s'est demandé jusqu'au dernier moment, on allait à la gare de Langres, la ville toute proche, et on attendait les prisonniers qui rentraient, et papa n'était jamais dans les prisonniers qui rentraient, et on n'avait pas de nouvelles à ce moment-là. Et du coup, il est rentré? Ah ben dans les derniers, totalement des derniers, en 45, mais vraiment très très tard. Après, en fait, la fin de la guerre qui s'est passée, la signature de fin de guerre s'est passée le 8 mai 45, et les prisonniers qui étaient dans des camps en Allemagne, dans différents coins d'Allemagne, rentraient plus ou moins rapidement. Mais de toute façon, tous les prisonniers, ils sont rentrés obligatoirement après le 8 mai. Parce que avant, les Allemands se sont battus sur leur territoire, parce que en fait, la guerre s'est prolongée quand même plus d'un an, puisque les premiers sont arrivés en Normandie le 6 juin 1944, et l'armée allemande a signé l'armistice le 8 mai 1945. Et pendant tout ce temps-là, la guerre a continué, mais on était informés, mais par les journaux, parce que les Anglais, les Américains, les Français, les Canadiens avançaient petit à petit, le plus vite possible d'ailleurs, pour essayer d'avancer le plus rapidement possible en Allemagne, parce qu'on avait bien compris à l'époque que les Russes de l'autre côté venant de l'Est essayaient d'avancer aussi très vite pour passer au-delà. Et ça, moi à ce moment-là j'avais 8 ans, et j'entendais à la radio et sur les journaux mon père et ma mère expliquant que en fait les armées alliées d'un côté et les Russes de l'autre essayaient d'envahir l'Allemagne et de réduire l'armée allemande le plus vite possible, de manière à ce que l'avancée des Russes soit limitée. Ça on a vécu parce que la liberté de la presse était revenue. Ok, donc merci pour tout. Merci.